Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À ce niveau de censure, ce n'est plus un coup de ciseaux, c'est une découpe à la tronçonneuse. 35 articles sur les 86 que comportait la loi immigration ont donc été retoqués, la plupart du temps pour vice de forme. Des cavaliers législatifs, dit le Conseil constitutionnel. Ces mesures n'avaient pas leur place dans le texte. 35 articles, tous portés par la droite. Retour à la case départ, donc la loi retrouve sa forme initiale, c'est-à-dire celle défendue par le gouvernement. Et le texte sera promulgué dans les prochaines heures. Demain au plus tard, c'est-à-dire au retour d'Emmanuel Macron, actuellement en voyage officiel en Inde. Il n'y aura pas d'autre loi immigration, prévient déjà l'exécutif. Pas de repêchage des dispositions portées par la droite et invalidées par le Conseil constitutionnel. L'épisode est clos. Jacques Serret, le président, peut se frotter les mains. C'est une victoire tactique pour Emmanuel Macron. Il voulait à tout prix une loi et les mesures proposées par le gouvernement sont validées. La régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension sera effective, tout comme la simplification des procédures pour expulser les étrangers délinquants. Quant aux concessions faites à la droite dont l'aile gauche de la Macronie ne voulait pas, celles-ci sont censurées par les sages. Emmanuel Macron n'en attendait pas moins. Pour rappel, il a lui-même saisi le Conseil constitutionnel. Un calcul non dénué de cynisme mais à double tranchant. C'est là que la victoire tactique peut se transformer en échec stratégique. Indirectement, le président donne raison à la droite qui réclame un référendum pour permettre une réforme constitutionnelle, ce qui fait le jeu de Marine Le Pen. Alors que l'immigration n'a jamais été aussi importante, alors que les enquêtes d'opinion démontrent que les Français veulent des mesures fortes, cette loi est beaucoup moins ferme que ne le souhaitait la représentation nationale et il n'y aura pas d'autre loi immigration dans ce quinquennat. Sur ce point, Emmanuel Macron place son camp en position de faiblesse sur le champ de bataille de 2027. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. À droite, on ne décolère pas. C'est un coup de force des juges avec le soutien du président de la République, s'emporte Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Chez les Républicains, Laurent Wauquiez, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles pour 2027, dénonce un coup d'État de droit. Il demande au chef de l'État l'organisation d'un référendum sur l'immigration. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. C'est l'autre grand titre ce matin. Épilogue ou durcissement du mouvement. Les agriculteurs attendent les annonces de Gabriel Attal. Et le Premier ministre attendu en Haute-Garonne dans l'après-midi. Pression maximale maintenue, voire même amplifiée par les agriculteurs en colère. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Vous êtes sur la nationale 118, c'est au sud-ouest de Paris. Les agriculteurs menacent d'organiser le blocus de la capitale. Promesse tenue ? Oui, et ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, la pression monte. Les agriculteurs viennent de couper la nationale 118 dans le sens province-Paris. Une cinquantaine d'agriculteurs et une trentaine de tracteurs ont fait le déplacement depuis l'Essonne et les Yvelines. Parmi eux, Pierre, arboriculteur du plateau de Saclay, il dénonce ce matin un métier asphyxié par les taxes. L'objectif, c'est de faire monter la pression d'un cran. En fait, les annonces qui vont être faites aujourd'hui ont intérêt à être à la hauteur parce que tous les agriculteurs sont mobilisés. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? C'est avant tout le prix. En fait, on a des prix excessivement bas et des charges excessivement hautes. On est dans les taux. Qu'on paye des charges, c'est pas un problème, mais qu'on ait des prix en face qui correspondent à ces charges. Et les agriculteurs demandent aujourd'hui au Premier ministre des mesures fortes. Des actions vont s'étendre cet après-midi aux grands axes autoroutiers d'Île-de-France. Julien Thierry, porte-parole du syndicat FDSEA, ne le cache pas. L'objectif, c'est Paris. On ne fera pas marche arrière, on n'en peut plus en fait. Donc voilà, c'est soit le gouvernement nous entend, soit oui, on continuera, on n'a plus rien à perdre. De notre côté, on va aller bloquer le péage de Saint-Arnoux sur la 10 et je sais qu'il y a d'autres mouvements qui sont prévus sur d'autres autoroutes autour de Paris. Rentrer dans Paris aussi ? On l'a déjà fait, on est capable de le refaire. La 10, donc la 13, la 6, mais aussi la 11 devraient être bloquées à partir du début d'après-midi. Le gros des troupes est attendu autour de la capitale à partir de 14h. Guillaume Dominguez en direct de la nationale 118 que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h. Par ailleurs, le correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France nous informe que l'autoroute du Nord, c'est-à-dire l'A1, est bloquée depuis une demi-heure environ près de Lille. Le point complet avec Lionel Gougelot dans le journal de 7h30. Alors c'est propre à chaque mouvement, on l'a vu avec les gilets jaunes, des têtes, des figures émergent hors des syndicats traditionnels. C'est encore le cas. Avec cette crise agricole, Europe 1 est allé à la rencontre de Jérôme Bail, éleveur à la pointe de la révolte en Occitanie. Et cela fait une semaine qu'il tient une portion de l'autoroute A64 près de Toulouse avec ses collègues paysans. L'initiative vient de lui. À 42 ans, il est devenu leader du mouvement malgré lui. Reportage Caroline Baudry. On reconnaît Jérôme Bail à sa casquette qu'il ne quitte jamais. Ce colosse barbu connaît mieux que personne le malaise agricole. Son père s'est suicidé sur l'exploitation familiale. Sa mère touche 217 € de retraite par mois. Aujourd'hui, l'ancien rugbyman ne tire aucun revenu de ses 160 hectares et 90 vaches limousines. Alors quand la FDSEA a voulu mettre un terme aux manifs, son sang n'a fait qu'un tour. Moi, je crèverais la tête haute. Il faut le dire aux gens qu'en France, aujourd'hui, 2 agriculteurs par jour presque se suicident par an.
Je ne sais pas quel corps de métier ou quelle administration accepterait ça. Moi, j'ai demandé aux gens ici d'ouvrir leur ferme. Même si c'est pas beau comme au salon de l'agriculture, même si ça brille pas comme au salon de l'agriculture. Il faut montrer aux gens que les difficultés qu'on a, et du simple, du pragmatique et de la vérité. Rétablir la vérité sur un métier sorti de la boucle, dit-il. Jérôme Bail est nostalgique. Avant, les agriculteurs étaient maires dans les villages. Mais aujourd'hui, son franc-parler fédère. Les dons solidaires transforment l'État blanc-banquet. Une lutte, une histoire qu'il racontera peut-être dans un livre, dit-il, en hommage à son père. Carbone, Caroline Baudry, Europe 1. Et on retrouvera Caroline Baudry à la source de cette colère agricole dans cette Occitanie volcanique, décidément, tout à l'heure aux alentours de 7h40. Parmi les revendications des agriculteurs, il y a le maintien de la fiscalité allégée, vous savez, sur le GNR, le gasoil non routier. Il y a aussi le problème de la concurrence déloyale. Alors déjà, il faut savoir que la moitié des fruits et des légumes que nous achetons est importée aujourd'hui, et pour une raison simple, ils sont moins chers que les produits issus de l'agriculture française. D'où vient cette concurrence? Explication Margot Faudéré. Elle vient d'autres pays de l'Union européenne, parfois tout proches de nous. Prenez la tomate. Le kilo de tomates françaises est 1 € plus cher que le kilo de même tomate, mais produite en Espagne. La raison, les Espagnols produisent plus et à moindre coût, explique le chef économiste des chambres d'agriculture, Thierry Pouche. Il n'y a pas suffisamment de production en France. En plus, il y a cette concurrence sur les coûts de production en tant que tels, mais il y a aussi des différentiels de coûts salariaux. Donc effectivement, notre premier fournisseur, c'est l'Espagne. La concurrence vient aussi du reste de l'Europe. La France importe par exemple du poulet ukrainien et de plus en plus, il est moins cher pour des questions de coûts de production là encore, mais aussi pour des questions de normes. Les Ukrainiens en ont moins et ce n'est pas tout. Avec la guerre en Ukraine, la Commission européenne a décidé de démanteler tous les droits de douane pour venir en aide aux Ukrainiens. Sauf que cette aide géostratégique s'est transformée en rivalité économique. Et la concurrence vient de plus loin encore à coup d'accord de libre-échange. Celui signé entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande inquiète beaucoup les producteurs de lait. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Enfin, nous prenons la direction d'Angoulême où le festival de bande dessinée vient d'ouvrir ses portes. Ah oui, c'est littéralement le rendez-vous des amoureux de la BD. La Britannique Posy Simmons a décroché le grand prix pour l'ensemble de sa carrière. On attend maintenant le Fauve d'Or. C'est le prix du meilleur album de l'année, Sébastien Bordenave. L'année dernière, c'était un quasi inconnu, Martin Panchaud, qui l'avait décroché. Résultat, son album aussi génial qu'atypique s'était vendu dans la foulée à plus de 58 000 exemplaires. Cette année, le jury est présidé par Thomas Bangalter, l'un des deux Daft Punk. Pour l'ex-chanteuse de Brigitte, Aurélie Saada, qui fait aussi partie du jury, la tâche s'annonce ardue. Comment ça se fait que j'ai accepté un truc pareil? Je suis complètement folle. Je tombe éperdument amoureuse des gens qui dessinent, hommes, femmes d'ailleurs, enfin les artistes. Donc non, oui, j'ai une sensibilité particulière pour les histoires et pour le dessin, donc ça a du sens finalement la BD. 45 bandes dessinées en compétition, et ben vous savez quoi? Voici mon tiercé quinté plus. Chumbo, une fresque historique des heures sombres du Brésil de Mathias Lehmann, Les Darons de Yeong Shin Ma, des quinquagénaires coréennes qui avec un peu de saké dégoisent beaucoup sur la lâcheté de leur mari, et Monica de Daniel Cloves. Il n'a pas eu le grand prix, il aura peut-être le Fauve d'Or. Allez, si c'est une autre BD qui gagne, eh ben ce sera très bien que le meilleur gagne. Il se mouille pas, Sébastien. Mais il a raison. Il a raison. Sébastien Bordenave, le spécialiste bande dessinée à Europe 1. Non, il est bruiteur, Sébastien Bordenave. Il n'est pas Aussi, spécialiste BD. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal.